Bonjour à tous, aujourd'hui France Culture vous propose une masterclass avec Emmanuel de Marcy-Motta. Bonjour. Bonjour Émilie. Directeur du Théâtre de la Ville et du Festival d'automne, metteur en scène, dramaturge, au fond homme de théâtre, peut-être que ces trois mots suffisent. Vous nous recevez Emmanuel dans cette salle joyeuse de l'espace Cardin. Est-ce que vous voulez bien commencer par jouer les maîtres des lieux, et je sais que vous aimez bien faire cela, et nous présenter virtuellement ces scènes, ces espaces de culture que vous dirigez? Le Théâtre de la Ville, rapidement, c'est une magnifique maison par son histoire, puisque le Théâtre de la Ville, c'est un bâtiment au départ, qui est place du Châtelet, pensé en 1862, et qui a été le lieu qui a pensé d'abord le premier théâtre des nations, à la fin du XIXe siècle, et puis ensuite qui a accueilli alors le Théâtre des Nations après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est devenu en 1967-1968, avec le préfet de Paris, Maurice Doublet à l'époque, et Jean Mercure, c'est devenu le Théâtre de la Ville, ainsi qu'avec Gérard Violette. Voilà, j'en suis le troisième directeur, Jean Mercure, Gérard Violette et moi-même aujourd'hui. Et c'est une maison qui défend la diversité des formes artistiques, théâtrales, chorégraphiques et musicales, et qui défend évidemment un théâtre sans frontières. Le Festival d'automne s'est créé par Michel Guy en 1971, secrétaire d'État à la culture, et qui considère à Paris, à la fin des années 60, avec Georges Pompidou, qu'il n'y a pas assez de présence internationale et de modernité, de contemporanéité dans les arts, dans les formes, pour aller vite. Et donc il décide de lancer ce fameux festival d'automne qui est abrité, disons, dans beaucoup de lieux. Il y a dans ce festival Joséphine Markovitch, Marie Collin et une toute petite équipe qui travaille justement de manière passionnée et passionnante à la représentation des œuvres contemporaines, chorégraphiques, théâtrales et musicales dans une cinquantaine de lieux aujourd'hui à Paris, en Île-de-France. Voilà, je dirais, les points saillants, comme on ose dire maintenant, c'est-à-dire finalement le rapport à l'autre, l'international, la création et la pluridisciplinarité. La pluridisciplinarité, un autre terme, c'est décloisonner. Décloisonnement, c'est un mot qui revient tout le temps dans tous les articles, les portraits qui vous ont été consacrés. Vous êtes un homme décloisonné. C'est-à-dire que si vous voulez, moi j'ai une maman portugaise qui était une comédienne très connue au Portugal pendant la dictature. Je vous rappelle que le Portugal, c'est un pays qui a connu la plus longue dictature en Europe. C'est une des plus longues, peut-être pas la plus terrible du point de vue, et il ne s'agit évidemment pas de la défendre, mais c'est une des plus longues. Ce qui pose la question d'ailleurs de l'accommodation d'un peuple à des régimes et à sa capacité de révolte et de révolution. Ça serait un débat sur le fond qu'on pourrait avoir avec nos amis portugais aujourd'hui. Mais moi, je suis né en France et je suis né de Marcy parce que la loi française faisait que je ne pouvais pas porter le nom de ma mère. Et votre père, lui, était français? Pardon, mon père était français. Il est décédé il y a 2 ans à l'hôpital de la Salpêtrière avec une tumeur au cerveau sur le lobe frontal avant gauche. Et il a été secrétaire général du Théâtre de la Commune d'Aubervilliers avec Gabriel Garand, fondateur de beaucoup de mouvements de la décentralisation théâtrale. Bon, et puis professeur universitaire à la Sorbonne. Donc je suis l'enfant finalement d'un père et d'une mère, portugaise et français, féminin, masculin, Portugal et France. Donc j'ai souffert enfant des différents cloisonnements ou de la question identitaire. À l'école, à Paris, je me souvenais, quand je disais que j'étais portugais, on se moquait de moi. Bon, au Portugal, on me disait « Ah, mais lui, il est français ». Donc j'ai ressenti dans les deux pays une forme de dénigrement de l'autre pays par mes propres amis. Donc j'ai toujours rêvé, d'ailleurs, il y a un de mes amis avec qui je travaille, Christophe Lemaire, qui travaille au Théâtre de la Ville, qui occupe des fonctions importantes de direction, quand on avait 17 ans, justement de voyager ensemble dans d'autres pays. Et cette idée du voyage, c'est pour employer un autre mot que décloisonnement, c'est-à-dire qu'effectivement, moi je ne crois pas que je travaille au décloisonnement, je pense que je travaille, en tout cas en moi-même, à empêcher quelque chose de se rigidifier. Comment empêcher quelque chose qui va se rigidifier et avec certitude, comment on travaille contre la certitude finalement. Dans tous ces lieux de culture que vous dirigez, il y a en effet un décloisonnement des cultures, il y a tous les publics, et puis il y a une place pour le théâtre, il y a une place pour la musique, il y a une place sur la danse, et pour autant, vous insistez toujours sur le fait que oui, on décloisonne, mais on continue de distinguer chacun de ces arts. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous? Parce que j'aime les mots. J'aime l'idée que vous êtes aujourd'hui ici même dans un théâtre et que nous parlons avec la radio. Je n'aime pas que nous soyons dans un lieu de culture. Parce que c'est trop vague, trop vaste. Je ne comprends pas, non pas les frontières de ce mot, mais son cœur.
Et je pense que pour décloisonner, si vous voulez, il faut comprendre l'endroit intérieur. Je vais essayer d'être plus clair, parce que c'est une question très, très importante finalement. Sinon, on est dans des fameux éléments de langage, c'est-à-dire qu'on dit ce que l'autre veut entendre. Donc on simplifie un petit peu, alors qu'il y a une complexité, et moi je tente de savoir si on arrive ensemble à trouver une clarté dans le propos, ce qui est le plus difficile. Sinon on simplifie en permanence, et alors ça devient donc binaire. Et on a ces pensées binaires auxquelles on assiste aujourd'hui, mais on y reviendra peut-être plus tard. Donc, à l'instant même de votre question, pour pouvoir décloisonner, il faut savoir quelle est l'identité et l'origine, alors plutôt que l'identité, l'origine des choses. Et d'ailleurs, je crois que cette émission passe au moment où nous parlons d'une exposition qui sont les origines avec le musée d'Orsay et dans lequel je suis investi d'un travail autour d'un texte qui s'appelle Zo, qui a été monté au Théâtre de la Ville par Jean Mercure. Donc, l'origine même, c'est-à-dire ce qui fait votre originalité aussi. Et ça n'est pas quelque chose qui vous enferme, c'est ce qui fait sa propre richesse. Et c'est une question très vaste. Donc pour cela, il faut appeler théâtre, théâtre, et non pas établissement culturel. Un établissement culturel, pour moi, ça peut être un lieu de la science, ça peut être une université, c'est un établissement culturel, c'est un lieu de la culture, l'éducation, la transmission. Il y a une culture scientifique. L'art n'est pas toute la culture. Donc le théâtre, en grec, veut dire l'endroit d'où l'on regarde. Donc c'est bien un endroit où vous êtes venu pour voir quelque chose, bien entendu entendre également. Et on voit comment le mot s'est élargi pour parler d'un lieu et d'une discipline à la fois. Le cinéma, c'est un mot. La danse, c'est un mot. J'aime les mots dans les langues différentes. Donc c'est l'origine même du mot, peut-être, qui est importante pour nous aujourd'hui. Alors, puisque vous aimez qu'on aille à l'origine, on va aller au vôtre, évidemment. Et vous avez déjà commencé à parler de vos parents, et j'étais sûre que dans la discussion, ils allaient surgir assez rapidement. Alors, en effet, vous avez parlé de votre père, de votre mère aussi, mais on va d'abord parler de votre père, Richard de Marcy. Lui aussi, si on l'avait présenté, on aurait dit dramaturge, poète, metteur en scène. Sauf que lui, je crois, n'a jamais voulu diriger de lieu de culture. On dit beaucoup de lui qu'il ne voulait pas d'institution, que c'était quelqu'un épris de liberté, qu'il voulait d'abord le voyage, le rêve. C'était un immense voyageur. Il était fasciné notamment par le continent africain, par les travaux de Jean Rouch. Et puis c'était aussi un rêveur qui aimait Lewis Carroll, Kipling, Lewis Carroll comme vous d'ailleurs, Alfred Jarry, un éveilleur, un enchanteur. Ce sont tous les mots que j'ai lus en travaillant sur lui. Mais voilà, lui n'a pas voulu diriger d'institution. Qu'est-ce que ça dit de la différence entre lui et vous ? Il y a une différence fondamentale. La première, c'est qu'il est un poète. Et je dis qu'il est parce que même quand on est décédé et quand on a écrit, il reste quelque chose dans les différents temps dans lesquels nous vivons, au-delà du temps du chronos, du temps de la mort, de notre durée de vie, il y a un temps de ce qui peut rester de vous. Et celui qui écrit laisse une trace. Moi, je n'écris pas de poésie, j'écris peu. Jusque-là, j'ai souhaité écrire très peu. Voilà, c'est vraiment un choix. Et je pense que j'écrirai, mais le plus tard possible. Donc je n'aime pas écrire dans l'instant, alors que lui, oui. Quand j'étais enfant, mon père, Richard de Marcy, écrivait en vacances, à la plage, se cachait pour écrire, enfin se cachait de son fils, ou du jeu, enfin pour avoir un temps à lui qui est celui de l'écriture. Ce temps particulier de la solitude de l'écrivain, moi j'y ai assisté, c'est un temps que je n'ai pas voulu prendre aujourd'hui. Et il y a un deuxième élément de réponse dans la distinction que vous me demandez de faire entre mon père et moi, finalement, c'est qu'il aimait enseigner. Il était professeur à l'université, à la Sorbonne, Nouvelle, et il aimait l'enseignement dans le cadre de l'université, qui est une institution. C'était des débats que j'ai eus avec lui sur quand on aime ou pas. Il aimait l'institution enseignement. Il croyait beaucoup en l'enseignement, à l'Institut d'études théâtrales, à la Sorbonne Nouvelle, avec Bernard Dort à une époque, Anne Hubersfeld, ceux qui ont été les fondateurs dans les années 60 d'une idée de l'enseignement. Non pas seulement enseigner, mais il aimait penser l'enseignement. Donc, moi, c'est un peu différent. C'est-à-dire que je me méfie beaucoup en moi-même de la question de l'enseignement. Voilà. Parce que je me pose profondément, je pense que je suis traversé peut-être par plus de doutes que lui à cet endroit-là, parce qu'il appartient à une génération qui n'est pas la mienne, et moi à une génération qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire qu'ils ont été des bâtisseurs.
Donc l'endroit du doute, ils ont eu plus peut-être de certitude, même en politique, dans les années 60, 70, avec Jacques Ralit et d'autres, sur lesquels on a été amené à douter plus tard. Je pense que nous, arrivant plus tard dans ce système politique, sociétal, le doute, et des fois le mauvais doute, parce qu'il y a un doute positif et un doute négatif, eh bien, je suis plus lié au doute peut-être que mon propre père. Et c'est cela qui vous a poussé à diriger des lieux là où lui avait refusé ce principe de pouvoir aussi d'une certaine manière, parce que ça a à voir avec le pouvoir. Bon, alors, oui, mais l'enseignant a un pouvoir aussi. Un pouvoir très important, une responsabilité profonde, et on le voit bien, enfin, je veux dire, les faits récents nous troublent justement sur le pouvoir de l'enseignant et pourquoi alors on va jusqu'au meurtre de l'enseignant, même s'il n'y a pas que lui, je sais bien qu'il y a d'autres meurtres. Mais l'enseignant a bien un pouvoir, comme le policier, et une fonction de transmission qui va influer, transformer l'avenir. Le lieu de l'institution dont vous parlez, du pouvoir de la direction d'une institution théâtrale, cette fois, ou chorégraphique ou musicale, c'est la recherche d'un autre pouvoir, c'est celui pour moi d'accueillir. C'est d'abord comment est-ce qu'on accueille. Je pense que moi, c'est la chose peut-être qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire accueillir réellement. Alors souvent on me dit « je viens chez toi ce soir ». Je dis « non, je ne t'ai pas invité chez moi ». Moi, j'habite dans le 13e arrondissement, mais tu viens au théâtre dont j'ai la direction. Je ne dis pas dont je suis le directeur. Et je suis un peu l'animateur. Je me considère un animateur, finalement. C'est pour ça que je vous ai demandé de commencer par être le maître de maison en nous accueillant ici. Ben oui, moi, j'aime bien que quelqu'un qui dirige un lieu dise bonjour, bienvenue. Il me semble que c'est des règles qu'on oublie un peu et on voit marqué dans les théâtres ou dans les lieux « accueil ». Mais on est très très mal accueilli. La personne presque vous engueule. Enfin bon, donc c'est une vraie question pour moi. C'est-à-dire est-ce que l'on sait ou pas accueillir l'autre? Alors, vous voyez bien ce que ça veut dire. C'est pas que physique, c'est que n'est pas que spatial, c'est aussi mental et c'est aussi intérieur. En quelle capacité j'ai à accueillir une pensée qui n'est pas la mienne? Quelle capacité j'ai à accueillir et à produire un spectacle comme directeur, qui a donc du pouvoir, qui est celui du choix, d'éliminer quelqu'un d'autre, eh bien, si on va au bout de la réflexion, est-ce que j'accueille des spectacles dont, au fond, je ne me sens pas en grande proximité? Et bien sûr que oui, parce que j'aime à accueillir ces différences, même si ça n'est pas un supermarché. Il ne s'agit pas d'avoir tous les yaourts de toutes les marques pour pouvoir montrer qu'on a tout. On n'avait pas beaucoup de doutes là-dessus vous concernant. Alors vous dirigez des théâtres, vous dirigez des festivals, mais parfois aussi, même si vous aimez davantage sans doute le pouvoir que votre père, vous refusez des postes de pouvoir. Vous avez refusé notamment à la direction du Festival d'Avignon quand le président Nicolas Sarkozy vous l'avait proposé. Ce qui m'amène en fait à parler de votre mère, parce qu'il y a cette histoire que vous, bien sûr, vous connaissez, vous racontez et on vous comprend, qui est très amusante. Vous avez été sur la scène du théâtre d'Avignon à l'âge de 6 ans. Vous jouiez sur scène avec votre mère. Dans ce rôle, vous deviez dormir dans ses bras et à un moment, vous réveillez pour réveiller tous les autres comédiens. Et puis, en fait, vous étiez tellement bien dans ses bras, je crois, que vous ne vous êtes pas réveillé. C'est assez drôle et peut-être ça dit quelque chose de vous, d'avoir dormi sur la scène d'Avignon, mais d'avoir refusé la direction d'Avignon. Oui, ça dit tout. Fondamentalement, j'ai eu la chance merveilleuse de pouvoir jouer dans une des pièces de mon père qu'il avait écrites en présence de ma mère sur le plateau. Donc pour un enfant, c'est une expérience très particulière que d'entendre les mots justement de celui qui les a écrits en secret, dans sa chambre, dans des endroits retirés, de les entendre en public et d'être, non pas cette fois à les écouter du public, mais de les écouter du lieu de la scène. Donc c'est la question de l'écoute à ce moment-là qui est posée. Comment écoute-t-on et de quel endroit on écoute? Donc c'est vraiment cette question de l'espace et qui a profondément à voir avec la définition même du théâtre aujourd'hui, qui est l'espace et le temps. Donc c'est bien le lieu de l'espace et du temps qui se joue. Et pour moi alors, dans le temps de l'enfant, et qui est le temps du jeu, si on regarde bien dans les mots, où l'on joue à un temps donné et on continue ou pas à savoir jouer, et comment et à quoi finalement, eh bien, se souvenir maintenant, puisque c'est un souvenir inscrit, mais comme ils disent en neurologie, c'est engrammé finalement. C'est-à-dire que c'est en vous. Il ne s'agit pas d'un autre, il s'agit de vous autrement ou dans un autre temps. Eh bien, moi, j'ai dormi effectivement au Cloître des Carmes, en public, sous un ciel merveilleux d'été,
avec un public fasciné qui regardait. On était en 1977, la révolution des œillets avait eu lieu en 1974, c'était la fin du franquisme, la fin des dictatures en Europe. J'aime à le rappeler que l'Europe était faite de dictatures, il y a peu de temps encore. Donc le Portugal, l'Espagne, l'Italie, autrement, bon, et tant d'autres pays, la Roumanie, etc. Et j'ai pu m'endormir parce que je me sentais bien. Je me sentais vraiment comme un enfant qui était heureux d'être là. Et le bonheur de l'enfant, pour moi, c'est une des choses les plus essentielles. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un espace pour être heureux quand on est enfant ? Après, c'est une succession de malheurs, l'âge adulte, finalement, qu'on comprend et qu'on accompagne. Mais au moins, enfant, ce bonheur peut peut-être rester éternellement, si j'ose dire, ça n'est plus le temps du chronos, c'est un autre temps, mais en vous. Qu'est-ce qui reste de votre joie, de votre bonheur, de votre enfance ? Et quand vous avez eu une enfance où il n'y a pas eu l'espace de ce bonheur, comme vous l'avez dit, d'être dans les bras d'une maman qui elle-même joue, chante en portugais sur la scène, avec des gens qui vous admirent finalement, parce qu'il y a de la politique, du sociétal, du théâtral, la nuit, les étoiles, le Cloître des Carmes, le rêve d'Avignon finalement, cet endroit si extraordinaire qui contient le passé et le présent en même temps. Eh bien, l'enfant réunit alors à ce moment-là ses énergies. Donc effectivement, je ne me suis pas réveillé, ça a arrêté tout le spectacle s'est arrêté, puisque c'était moi qui devais me lever et chanter une chanson sur la guerre coloniale portugaise. Je vais vous en dire un bout, je ne l'ai jamais fait, tiens. Vous êtes sympa, Émilie Aubry, donc je le fais pour Chouette, vous. Et puis parce que là, le public, vous êtes gentil, vous êtes venu dans la salle aujourd'hui pour écouter cette conversation. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle, alors chantez pour eux. Aviãozinho militar deitou uma bomba para o ar. Onde é que ela foi parar? Ça veut dire un petit avion militaire a lancé une bombe en l'air. Où est-ce qu'elle a atterri ? Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ça veut dire, viens, il est temps de partir, parce que l'heure est passée, et qui sait que le temps passe, il vaut mieux alors s'en aller. Voilà. Bon, moi, j'aimais bien dire ça quand j'ai 7 ans. C'est des mots un peu... Ça dépend comment on les écoute. Vous voyez ce que je veux dire ? Un enfant peut avoir de la joie dans ces mots qui parlent de la guerre coloniale, du massacre, effectivement, par les pays dominants, le Portugal, sur l'Angola, le Mozambique, cette lusophonie africaine, comme pour la guerre d'Algérie. Bon, donc, moi, je pense que l'enfant peut comprendre tous ces aspects de la brutalité, de la violence du monde, si il peut quand même dormir dans les bras de sa maman par une nuit ensoleillée, si vous voyez. C'était quel genre de comédienne, votre maman, Teresa Mota ? Ma maman, elle est vivante, hein, elle a 80 ans cette année. Elle joue encore ? Elle vit, elle ne joue plus, elle a décidé d'arrêter de jouer il y a maintenant plus de 20 ans. Elle a fait le choix de ne plus jouer et elle a décidé d'enseigner. Alors, vous voyez, on revient à la question du jeu et de l'enseignement. Et elle a décidé de s'intéresser aux enfants d'immigration portugaise en France pour les soutenir dans l'apprentissage de la langue portugaise. Donc, elle est devenue enseignante à la Sorbonne aussi, mais cette fois dans le département de portugais, et espagnol et portugais, lusophone, je ne sais plus comment dire, enfin, vous savez, l'espagnol portugal. Là. Donc, elle enseigne, elle a été très fière d'enseigner pour les enfants d'immigration, comme on dit. C'est-à-dire donner une fierté à ceux qui sont nés en France, d'avoir la possibilité d'avoir une autre langue et de bien la parler. Et qu'on n'était pas obligé de parler mal la langue de nos origines pour ces enfants d'immigration portugaise, parce qu'il y avait un ressentiment par rapport à ses propres origines que l'on sentait. Donc voilà, elle est passée à l'enseignement, et puis après elle a pris sa retraite, et nous continuons ensemble à discuter. Qu'est-ce qu'elle vous a appris qui vous aide aujourd'hui à diriger les acteurs ? Elle m'a tout appris là-dessus, parce que quand j'étais enfant, bon là on est dans des choses un petit peu intimes en tout cas, c'est du passé, donc ça va, c'est pas du présent. C'était très difficile d'être en contact avec ma maman comédienne. J'étais fils unique, donc j'éprouvais la solitude profonde entre un père qui écrivait, qui était engagé dans tout ce qu'on a déjà pu dire, et puis une mère comédienne, donc engagée avec des personnages. C'est-à-dire que j'ai compris le rapport, les 3 stades, si vous voulez,
de l'acteur ou du théâtre, c'est-à-dire l'endroit où il y a une femme qui est ma mère, que moi j'appelle Teresa à ce moment-là, parce que je ne peux pas dire maman quand on arrive à la frontière portugaise, parce que mon père écrivait des poèmes contre la police salazariste, la PIDE, au Portugal à ce moment-là, donc il ne fallait pas que je dise maman ou papa au cas où ils étaient arrêtés pour pas que j'ai de problème. Donc je me suis habitué à dire Teresa et Richard, donc non pas du tout par des aspects de gauchisme 68 arts, mais pas du tout. Pour vous protéger. Pour me protéger, tout simplement. Donc c'est chouette de dire enfin tout ça va très bien, hein, je veux dire, parce que j'ai pas de souci avec ça. Hein, je veux dire que je vous rassure dans le sens où moi c'était agréable de pouvoir nommer par leur prénom mes parents comme si on était amis et qu'ils n'étaient pas mes parents et que c'était un jeu en fait entre nous. Donc l'enfant a aussi ce point de distance. Il ne faut pas le surprotéger. Vous voyez, on le protège, mais pas le surprotéger. Pas annuler en lui sa capacité d'imagination, de rêve, de reformulation. Donc ma maman, par rapport au personnage, si vous voulez, j'ai compris les 3 stades de l'acteur. Pour revenir à votre question, j'ai bien entendu chez elle, si vous voulez, qu'il y a un endroit où c'était une personne, Teresa Motta, au-delà du fait qu'elle soit ma maman. Et j'ai compris qu'elle n'était pas que ma mère, qu'elle était Teresa Motta, une personne en entier. Donc ça m'a permis de me séparer de ma mère, finalement, ce qui est pas mal. Ensuite, j'ai compris qu'il y avait Teresa Motta, c'est le 2e stade, l'actrice. Donc c'est encore autre chose. Donc je regardais cette fois l'actrice en scène travailler. Et puis il y a un 3e stade, c'est-à-dire que j'ai vu à travers elle Antigone. Elle a fait apparaître, en tant qu'actrice, ce 3e stade, celui du personnage, c'est-à-dire celui qui est éternel. Donc j'ai compris que ma mère était Teresa Motta, qu'au 2e stade, elle travaillait, elle avait une recherche de comédien, le travail de la recherche, et qu'au 3e stade, il y avait l'éternité à travers le personnage. Donc ça m'a beaucoup aidé à comprendre ce qu'est l'acteur et le théâtre. Et vous regardiez les autres la diriger? Vous avez des souvenirs de ça? Qu'est-ce que vous vous disiez de ces personnes qui dirigeaient votre mère? Je trouvais qu'il dirigeait assez mal. Ça veut dire quoi? Je trouvais qu'il lui parlait mal, parce qu'il la traitait mal? Non, il traitait bien. De toute façon, ma mère, vous ne pouvez pas la traiter mal, donc elle vous traitera encore plus mal que vous ne l'avez traitée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout dans la position victimaire, si vous voulez, femme. Elle a connu la PIDE, la torture. Elle a décidé de quitter le Portugal volontairement à l'âge de 16 ans pour aller dans un pays qui s'appelle la France, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Il y avait une idée de la France pour nos amis portugais dans les années 60 qui était, pendant la dictature, l'endroit... Je ne parle pas de l'immigration économique, là. Il y a l'immigration économique, bien entendu, mais il y a aussi... quand on décide de quitter son pays... et qu'on devient presque apatride. C'est une situation très compliquée, très profonde. Mais... Non, on ne peut pas lui parler mal. C'est plutôt l'idée que diriger, c'est déjà un mauvais mot. Moi, par exemple, je ne dirige pas les acteurs. Vous dites quoi, vous? Je les accompagne. J'essaie d'être leur compagnon, s'ils l'acceptent, parce qu'ils peuvent refuser aux metteurs en scène d'accompagner le chemin entre eux-mêmes et les 3 stades dont je vous ai parlé, et le personnage. Et par contre, moi, j'ai trouvé une technique, c'est-à-dire qui me permet de maintenir cette relation. Parce que moi, je suis très attaché à la question de la durée. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on est capable de faire un chemin ensemble pendant une vie. Donc, c'est pour ça que j'aime bien avoir des acteurs avec qui je travaille pendant 20 ans ou 25 ans. Et je les regarde tous les soirs. J'ai habitude maintenant à dire aux acteurs avec qui je travaille que j'ai pris plus de temps à les regarder que leurs propres parents, ce qui est vrai. Donc, en fait, vous voulez vivre avec eux plus que les diriger. Oui, mais moi, diriger, c'est comme la direction d'un théâtre. Oui, si vous on voulez, dit la direction d'acteur, c'est une espèce de... Moi, la question, c'est la ligne d'horizon, en fait. Le point, c'est quoi l'horizon? L'horizon, c'est l'endroit que vous pouvez regarder. Voilà. Et il y a un moment, il y a une limite. Vous ne voyez pas au-delà de l'horizon, de ce qui vous est donné à voir. En fait, pour voir au-delà de cet horizon, vous avez besoin de l'autre. Enfin, moi, je considère que la vie, c'est ça. Et je ne sais pas regarder au-delà de l'horizon s'il n'y a pas un autre avec qui je regarde, ou une autre, ou d'autres. Parce que c'est grâce à lui que je fais un pas en plus, qui donc décale mon point de vue et mon endroit d'horizon. Moi, si je regarde seul le monde, je ne vois pas grand-chose. Donc, l'autre est insupportable, évidemment, mais on se supporte parce que ça décale notre point d'horizon. Donc, c'est essentiel pour moi, ce compagnonnage avec l'acteur sur la durée. Et il y a un autre mot qui compte pour moi, c'est le vieillissement. C'est que j'aime beaucoup l'idée du vieillissement. Je trouve ça extraordinaire, le fait que nous n'ayons pas toujours le même âge. Je trouve que c'est une chance que de pouvoir changer d'âge, que cette évolution de la vie est une qualité qui nous est donnée en tant qu'espèce. Donc je crois beaucoup à ça pour l'acteur. Regardez l'acteur vieillir
est une chose magnifique. Alors là, on ne va pas vieillir, on va vous rajeunir, puisque je vais vous ramener à ces années de lycée, que lorsque vous êtes arrivé en France avec vos parents, vous avez grandi en France et vous avez étudié au lycée Racine. Alors vous avez souvent fait cette plaisanterie qu'à l'époque, vous étiez plus souvent au café qu'au lycée Racine. Et surtout, c'est là-bas que vous avez monté votre première troupe de théâtre. Alors vous n'admettez pas qu'on parle de direction d'acteurs, mais déjà à l'époque, c'est de cela qu'il est question. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment cette première aventure s'est passée ? Alors moi j'avais avant fait des spectacles en fait dans ma chambre avec des amis en CM2. J'avais voulu monter les Fourberies de Scapin et j'avais demandé à ma professeure, on habitait dans le 19e arrondissement près du parc des Buttes-Chaumont et l'école qui est rue Armand Carrel primaire. J'avais demandé si on pouvait répéter, ne pas aller déjeuner en fait, sauter le repas pour aller profiter de ce temps-là pour répéter avec nos amis les Fourberies de Scapin. Donc ça avait été génial parce qu'on avait fait 2 scènes, enfin 3 scènes, 20 minutes à peu près. Vous vous souvenez pourquoi vous aviez choisi cette pièce-là ? Les Fourberies de Scapin parce qu'on m'avait dit que c'était drôle. Et en fait, j'ai joué la scène où je faisais Scapin, évidemment, parce qu'à l'époque, je me distribuais et je jouais. Et je jouais Scapin, mais comme un enfant qui tapait avec un bâton Géronte qui était dans un sac. Et ça, je trouvais super drôle. L'enfant qui tape le vieillard, en fait, Scapin qui tape le personnage de Géronte, dans un sac. Il y a un côté guignol, en fait, à l'époque, pour vous, surtout. C'était super drôle, c'était formidable, c'était la liberté. Donc ça, c'était le premier choix. Après, moi, j'ai essayé d'écrire. Effectivement, j'ai copié, j'ai essayé d'imiter, comme beaucoup d'enfants, j'ai imité, j'ai essayé d'écrire. J'ai écrit une pièce qui s'appelait Pif le dormeur, pour vous dire la vérité. Parce que le titre était prometteur. Donc j'étais déjà fasciné par le fait du sommeil. Qu'est-ce que c'est dormir, le rêve, etc. C'est quelque chose qui a beaucoup compté, qui compte beaucoup encore. Je rêve de faire un spectacle où les spectateurs dorment. C'est-à-dire, je pense que l'apogée du théâtre, c'est le sommeil. Bon, vous en parliez. Il y a des siestes musicales, ça existe. Oui, mais il y en a plein qui travaillent là-dessus, très sérieusement. Je veux dire, dans le son, écouter la radio la nuit par une nuit d'été. Et s'endormir un peu en entendant des voix, enfin c'est merveilleux. Il y a quelque chose du nocturne et du diurne qui fait partie de notre vie, qui est extraordinairement intéressant à travailler justement. Ensuite, il y a eu ces expériences où on a écrit une pièce, on était en 3e à plusieurs avec Lucien Balibar et d'autres amis, Serge Jacquel, qu'on a été joué dans l'école primaire où j'étais en fait. Je suis retourné dans la même école primaire où on a joué cette pièce de théâtre qu'on avait écrite. Alors c'était une écriture collective qui durait cette fois 1 heure et qu'on avait joué devant des enfants de CM2. Et puis enfin au lycée, on a commencé à monter un travail autour de Jean-Paul Sartre et d'Albert Camus, et je rêvais de faire une rencontre entre les mains sales et les justes. Et je voulais une confrontation de ces 2 pièces. On était à la fin des années 80, il y avait eu l'histoire terrifiante à Paris, pendant les manifestations Monory de Vaquet, la mort de Malik Oussekine. On était très engagés contre le gouvernement de Charles Pasqua à ce moment-là, dans les manifestations. On avait, comme on dit, une forme de conscience politique et d'engagement sur les injustices. Et vous vous souvenez, la question de la rentrée, comment elle allait se faire dans les universités et le choix. C'était le moment où la droite française, donc à partir de 86, avait changé et voulait mettre en place des réformes assez dures d'ailleurs sur la question de la sélection à l'université. Donc on était dans ce mouvement-là. À partir de là, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va monter ? J'avais proposé qu'on mette en scène Caligula d'Albert Camus. Et donc on a constitué une troupe au lycée d'amis, de collègues de classe, de camarades de classe, dont Christophe Lemaire qui jouait Hélicon, exactement. Moi, je jouais Caligula. Et on a beaucoup travaillé. On a vraiment beaucoup travaillé. Il y en a qui ont raté leur bac, qui considèrent que c'est à cause de ça. Si jamais ils entendent, moi je pense. Je crois pas. Je crois pas. Je crois qu'ils ont raté leur bac parce qu'ils en ont profité pour moins travailler et avoir une excuse. On a eu ce débat à ce moment-là, mais le théâtre ne fait pas qu'on rate son bac. Il fait qu'on choisit de rater son bac. C'est pas la même chose. Et vous l'avez eu, votre bac ? Oui, j'ai eu, parce que j'avais choisi d'avoir mon bac, parce que je considérais, c'était l'époque où François Mitterrand avait annoncé que 90% des Français devaient avoir leur bac. Et on a augmenté effectivement le nombre de bacheliers en France très rapidement. Donc nous, on était dans cette vague-là. Et donc je trouvais que franchement, pas avoir son bac, il fallait vraiment avoir envie de faire vraiment autre chose pour pas l'avoir. Mais en fait, vous êtes quelqu'un qui ne s'est jamais posé la question de qu'est-ce que je vais faire plus tard ? Vous le saviez d'emblée ? Non, je voulais faire complètement autre chose. Vous vouliez faire quoi ? Non, mais ça, c'est une autre émission. Non, dites-le nous. Si vous ne dites pas aujourd'hui, je ne sais pas comment vous le dire. Non, mais écoutez, à un moment, j'ai voulu m'inscrire en fac de médecine, et puis j'ai voulu faire du droit. Il y a tellement de métiers merveilleux, tout est merveilleux. On a l'embarras du choix, c'est ça le problème. Vous avez voulu être champion de tennis aussi.
J'aurais aimé être champion de tennis, mais j'ai compris ce que ça voulait dire, la limite et le plafond de verre. Au moins, avec le sport, vous apprenez vraiment le concept de plafond de verre du point de vue du geste et de la technique et de l'inégalité des chances. On n'est pas tous champions si on a décidé de l'être, même si vous avez les meilleurs enseignants du monde. Donc, il y a quelque chose d'inégal à cet endroit-là dans le sport. Dans le théâtre, c'est moins inégal en fait. Donc il y a un vrai débat d'ailleurs entre le sport et le théâtre. Moi, je voulais écrire un moment dessus sur la vitesse au théâtre et au tennis pour parler justement de la concentration. Qu'est-ce que c'est que la vitesse, etc. Après, en fait, je voulais faire de la neuroscience. C'est ce qui me fascine le plus, c'est ce qui m'intéresse le plus en ce moment d'ailleurs. Donc je reboucle un petit peu en ce moment, mais grâce à la mort, si j'ose dire, de mon père, parce que j'ai passé deux ans à l'hôpital de la Salpêtrière à regarder des médecins essayer de tenter d'accompagner, parce qu'ils ne soignent pas finalement. On ne guérit pas des maladies, très peu, mais on accompagne les maladies, on essaye d'améliorer le temps de vie de chacun. Donc, et j'ai rencontré effectivement des médecins extraordinaires, Karine Karachi, qui a opéré mon père à 4 reprises, et puis on a passé une convention. Donc on travaille maintenant avec des étudiants en médecine depuis ce moment difficile de l'existence. Donc moi, je crois vraiment qu'on peut faire beaucoup de choses dans la vie. Je vais vous donner un dernier exemple. Tel que vous le racontez, on a le sentiment que vous avez fait du théâtre par défaut. Tel que vous le racontez aujourd'hui. Mais je l'ai fait par paresse. Moi, je suis un être très paresseux. Je sais que les gens, ça les fait sourire quand je dis ça, mais je suis profondément paresseux. Réfléchissons 2 secondes sur cette question. Moi, je fais les choses que je sais faire. Donc, c'est bien l'endroit du paresseux. C'est-à-dire, c'est comme la goutte d'eau. Elle est paresseuse. Elle suit le chemin le plus court. Elle ne se complique pas tellement la vie. Au fond, vous êtes resté dans vos couleurs d'enfance. Oui, mais ça, moi, ça ne me gêne pas de garder de l'enfance en moi. Donc ça me fait plaisir, si vous voulez, de continuer à communiquer avec l'enfant qui est en moi et celui qu'il a été, celui qui a grandi. Je le regarde, je l'observe et il me donne de la joie. Le monde adulte un peu moins, mais quand j'étais enfant, je pensais déjà ça. Quand j'allais voir des spectacles d'Ariane Louchkine sur la Révolution française, quand je voyais Bob Wilson, des spectacles de Bob Wilson quand j'avais 8 ans, ou La classe morte de Cantor quand j'avais 11 ans, je voyais que les adultes trouvaient absurde la place de l'enfant dans la salle. Donc je trouvais les adultes pas très intéressants. Profondément, j'ai eu une forme de mépris pour les adultes, parce que je trouvais qu'ils étaient assez réactionnaires, ils étaient contents d'être entre eux, ils ne savaient pas parler à des enfants, ils pensaient qu'on ne comprenait pas quand ils parlent, on entend tous de ce qu'ils disent, ils ont beaucoup de certitudes, ils s'opposent, droite, gauche. J'ai assisté à tellement de débats enfants politiques où en fait j'avais le sentiment que ce qui les intéressait c'était de s'engueuler, de polémiquer, d'avoir raison, et que ce n'était pas le contenu, franchement. Voilà, bon, ça c'est la perception que j'avais enfant, et je pense que beaucoup d'enfants ont de nous, au fond, mais ils n'osent pas le dire, parce qu'ils ont peur de se faire engueuler. Donc je pense que la liberté de l'enfant, enfin de l'enfant, qu'est-ce que je veux dire ? Que l'endroit de l'enfant en chacun de nous, il faut aller essayer de rentrer à nouveau en dialogue avec lui. Parce que si le sujet c'est de ne pas trop mentir, mentir à l'autre, finalement, c'est une question morale, esthétique, éthique. Il ne faut pas mentir, ce qu'on dit aux enfants. Mais la question, profondément, ce n'est pas de savoir s'il faut mentir ou non. La question profonde, c'est de savoir est-ce qu'on arrive à ne pas se mentir à soi, d'abord. Et quand je vous parle, est-ce que, finalement, l'endroit de mon authenticité ou de ma sincérité, où est-ce qu'il se situe ? Et à quoi sert-il ? Donc le théâtre aide à ça, mais la philosophie aussi. Moi, j'ai fait des études de philosophie, ça m'intéressait beaucoup. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens, quand vous les interrogez vous-même, comme journaliste ou comme animatrice de radio, comme critique, les gens vous disent je suis philosophe. Non, mais ils sont professeurs de philosophie. Le philosophe, c'est celui qui crée un système. Camus n'est pas un philosophe. Il n'a pas créé un système philosophique. Donc toute la problématique est cette confusion. Une fois de plus, on revient au mot. C'est-à-dire qu'il faut travailler à la clarté. C'est pas parce que vous enseignez la philosophie que vous êtes philosophe. C'est pas parce que vous avez écrit un livre de philosophie que vous êtes philosophe. Donc, vous êtes enseignant de philosophie ou commentateur. Enfin bon. Donc, la définition peut nous aider à essayer d'avancer en étant dénué, si vous voulez, de la peur. Parce que le sujet peut être au fond de tout. Ça, c'est la question de la peur. Comment on aborde la peur. Alors, essayer de comprendre quels sont ces textes qui ont compté dans votre vie et ce qu'ils racontent aussi de vous. Alors, je ne peux pas les citer tous ces textes que vous avez mis en scène, mais il y a Peine d'amour perdue de Shakespeare, Le rhinocéros de Ionesco, Victor ou les enfants au pouvoir de Roger Vitrac, il y a Fabrice Melchior, votre ami, la même génération que vous, et puis il y a bien sûr cette pièce mythique d'Arthur Miller avec Les sorcières de Salem tout récemment.
Qu'est-ce qu'il dit de vous, ce répertoire-là? Est-ce qu'il y a une espèce de continuum comme ça de toutes ces œuvres qui, de fait, se sont devenues les vôtres, en tout cas que vous vous êtes appropriées pour les mettre en scène? Est-ce que vous savez dire ce qui fait que vous rencontrez un texte, que vous en tombez amoureux et que vous avez envie de le mettre en scène? Qu'est-ce que cela dit de vous? En tout cas, j'essaie de comprendre ce que le texte appelle en moi. Ce qu'il dit de moi, je ne sais pas répondre, mais par contre, ce qu'il appelle en moi et ce que ça peut appeler en d'autres et comment on peut le transmettre. Alors, si on prend Büchner et Shakespeare, c'est-à-dire Peine, amour perdu, cette pièce sur la jeunesse et l'amour et la mort du père, finalement, et Büchner sur la fin d'un royaume avec Léon Séléna qui va s'effondrer pour créer un autre monde, pour tenter une autre dimension possible, pour savoir s'il y a une communauté de destin possible autrement que celle qui existe. Oui, ça dit en moi, ça appelle en moi à quelque chose de contemporain pour savoir si je suis fixé dans le monde, et nous sommes fixés dans le monde tel que ces institutions le définissent, et toutes ces institutions d'enseignement, de culture, de politique, ou est-ce qu'il y a un autre monde possible dans lequel nous pourrions rentrer. C'est pour ça que l'astrophysique m'intéresse aussi, parce que ça pose cette question-là, de l'espace et du temps. Donc ce sont des œuvres qui interrogent la problématique de l'espace et du temps simultanément, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté la problématique de l'espace et de l'autre la problématique du temps. Il y a l'espace et le temps comme une donnée commune. L'espace n'existe pas sans le temps et le temps n'existe pas sans l'espace. Bon, ce sont des données en physique que l'on connaît bien depuis le début depuis Einstein en fait. Donc comment c'est contenu dans ces œuvres? Alors il y a le thème de la jeunesse, d'une jeunesse chez Büchner et chez Shakespeare qui se révolte profondément. Donc il y a le thème de la révolte, non chez pas Vitrac aussi. Oui, alors là, c'est quand j'ai décidé de durcir un peu, quand j'ai perdu quelques illusions. C'est-à-dire que je pensais à un moment donné qu'une jeunesse se révoltant pouvait amener un monde nouveau. Alors ensuite, je suis passé chez Vitrac, c'est-à-dire un auteur qui va, avec les surréalistes, tenter de casser la fin d'un... Peut-être raconter ce qu'est cette Victor ou les enfants au pouvoir. pièce extraordinaire. Victor ou les enfants au pouvoir est une pièce fantastique, fondamentale. C'est la grande pièce du surréalisme français. Et Roger Vitrac joue d'ailleurs avec le mot Victor, le prénom Victor, une fois de plus sur les mots et les sons des mots. Ça a beaucoup d'importance, sur la voix même. Puisque Victor, c'est victoire et Vitrac à la fois. Donc Roger Vitrac a écrit Victor. Vous voyez, donc on a cette rencontre, une fois entre fiction et réalité, entre être et personnage, et être personnage, qui est très puissante. Donc cette pièce... Et c'est aussi le regard d'un enfant sur ce monde adulte. Ça nous ramène exactement à ce que vous nous disiez il y a quelques minutes. Bah oui, mais moi je dis rien de spécial à part répéter ce qui est écrit dans les pièces, si vous voulez. C'est-à-dire que je pense que je ne sais plus tellement si c'est moi qui parle ou si c'est les pièces qui parlent en moi. C'est Victor ou moi... qui, là, il y a 5 minutes, a parlé à travers vous. Oui, mais c'est très important ce que vous dites. C'est que c'est nous qui rendons les personnages éternels. On ira peut-être sur ce sujet, mais l'éternité du personnage. Alors parlez-nous de Victor. Donc Victor, lui, il sait qu'il va mourir à l'âge de 9 ans, par rapport à l'éternité. Il sait, il dit, parce que neuf, c'est neuf, N-E-U-F, donc je suis un enfant qui est neuf, et c'est l'œuf de la poule, la création. Et je dois mourir en 1909, parce que 1909, c'est avant 10, et que dans le système décimal, 1910, c'est le début d'un nouveau siècle. Et parce qu'il faut 10 ans minimum pour passer au siècle d'après. Et ça, il le sait, l'enfant. Et c'est toute la question de notre siècle aujourd'hui. Donc, il dit, je vais mourir. On lui dit, de quoi vas-tu mourir, Victor? Je vais mourir de l'unica. Alors là, je vous laisserai chercher. J'ai mis 10 ans à avancer sur ce sujet. C'est quoi l'unica pour Vitrac et pour les surréalistes? Et à la fin, sa mère lui dit, mais de quoi meurs-tu, Victor? Il dit, je meurs de l'unica. Et à quelle heure est-il? Il va être minuit. Donc, cet enfant dénonce les mensonges, les intérêts particuliers. Je vais vous citer une phrase de Camus pour répondre à la phrase de Vitrac. Crois-tu que deux hommes dont l'âme et la fierté sont égales peuvent au moins une fois dans leur vie se parler de tout leur cœur, comme s'ils étaient nus l'un devant l'autre, dépouillés des préjugés, des intérêts particuliers et des mensonges qui les font vivre? C'est Caligula, acte 2, H.R.R. Et Victor, lui, non pas Caligula, mais ils ont à voir, parce qu'ils sont tyranniques en même temps, comme beaucoup d'enfants.
polymorphe, tyrannique. Freud a très bien écrit sur l'enfant pervers, polymorphe et un peu tyrannique. Donc moi, je n'ai pas une... Non, mais il faut être clair quand même par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Une adoration de l'enfant comme s'il était la pureté. Ça, c'est une vision 19e siècle. Et que l'adulte, lui, c'est le méchant. Pas du tout. L'enfant, je vous dis, méprise l'adulte, au fond. Enfin, on peut aussi penser ça. C'est une manière pour dire arrêtons. Et d'ailleurs, c'est le problème du théâtre pour les enfants. L'institution théâtrale n'a rien compris. À ce stade, on voit que les critiques de théâtre, il faut dire un peu de trucs là, les critiques de théâtre, les gens qui font du théâtre et qui sont des gens sérieux, importants de l'institution, assez pesante et lourde de notre pays, méprisent le théâtre pour enfants et méprisent les enfants dans les salles de théâtre. Voilà. Ça, je le pense. Et que ce mépris, il faudrait qu'il cesse. Mais comme le ministère méprise aussi les enfants, le ministère de la Culture méprise aussi les enfants, parce que les enfants et la culture, ils pensent que les enfants, c'est l'éducation. Il faut les... Donc, il y a un vrai sujet de société, si vous voulez. Mais ça tombe bien, parce que justement, à ce stade de cette masterclass qui vous est consacrée, j'avais envie de vous entendre parler de ce qu'on appelle la politique culturelle. Puisque vous avez des contacts quand même avec ces institutions, avec ces ministères, les ministres vous confient des missions. Par exemple, Jean-Yves Le Drian et Franck Riester vous ont confié la présidence de la saison croisée France-Portugal. Je crois qu'au Portugal, un jour, quelqu'un vous a demandé de devenir ministre de la Culture. Donc, vous côtoyez les politiques. Qu'est-ce que ça veut dire, un homme de théâtre comme vous, qui rencontre cet univers-là? Qu'est-ce qu'il peut naître de ces deux univers lorsqu'ils se rencontrent? Rien, en fait. En fait, je passe à la question suivante tout de suite. Oui, celle-là, je pense que là, pour répondre, à part le mot rien, j'ai pas grand-chose. Alors pourquoi vous les côtoyez s'il ne se passe rien entre vous? Parce qu'on n'a pas le choix, c'est comme avec les êtres humains. On côtoie des gens et on ne fait rien ensemble. Vous l'avez bien dit, on se côtoie. Vous avez choisi, c'est pas moi, Émilie Aubry, vous avez choisi le mot côtoyer. Donc, vous m'avez pas dit, vous travaillez avec eux. Non, certes. Donc, rien. Vous vous rencontrez, vous vous côtoyez, vous vous rencontrez. On discute. Et on essaie de ne pas se disputer. Donc, on essaye de débattre et de ne pas se battre. Vous proposez aussi des choses aux politiques. Moi, je propose beaucoup de choses. Lorsqu'il y a le couvre-feu, par exemple, et que d'un coup, on ne peut plus aller au théâtre dans 9 villes de France entre 21h et 6h du matin, qu'est-ce que vous faites? Vous protestez avec le milieu de la culture ou vous proposez autre chose? Non, il faut toujours protester un petit peu, parce qu'on est français, donc c'est ce qui nous distingue. Mais au-delà sérieusement, de la protestation, là, le sujet est grave. Bon, parce que, alors, je vais essayer de répondre clairement cette fois sur ce sujet et sérieusement. Et je reviendrai après sur la question précédente très rapidement. Parce que c'est la même chose, au fond, c'est participer aussi à une politique culturelle. Voilà, mais ça veut dire que soit elle est verticale, soit elle est transversale. Bon. Donc soit vous attendez qu'un ministre vous dise ce que vous avez le droit de faire et qu'il vous nomme, et en France on est dans ce délire de la nomination, c'est-à-dire qu'il faut nommer avec la transparence, avec tout ce qu'on a dit depuis plusieurs années, et que finalement une politique culturelle finit par se réduire à un ensemble de nominations sur un territoire. Mais ça ne fait pas une politique culturelle, la nomination. C'est des personnes, et ce qu'on appelle du renouvellement des personnes qui dirigent des établissements, et on pense qu'on a créé une politique culturelle parce qu'on a créé des renouvellements de personnes. Mais en fait, les idées ne sont pas renouvelées, vous avez des visages qui changent, et les trajectoires qui restent à peu près les mêmes. Donc, le sujet, peut-être qu'il est là aujourd'hui, il est de savoir est-ce qu'on peut travailler à une refondation profonde dans le cadre de notre société, entre, par exemple, le domaine des arts, j'ai dit exprès les arts et non pas la culture, la santé et l'éducation. Bon, ça, je l'ai dit, moi, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'ai proposé un modèle, c'était en 2014-2015, effectivement au Portugal, au Premier ministre portugais António Costa, mais aussi on a discuté à Paris avec Bertrand Delanoë et avec d'autres. Je dis bien discuter. Donc là, ça répond à votre question de manière pragmatique. La discussion avec le monde politique sur les structures, non pas les structures du pouvoir, non pas sur l'exercice du pouvoir, mais sur les modalités à mettre en place pour ensemble essayer de construire, non pas des dispositifs, ce qui est un terme politique, mais des actions théâtrales, dans le sens très large du mot théâtral, qui est un sens qu'il faut repenser entièrement, avec différentes institutions, compagnies et, je dirais, personnes indépendantes, c'est-à-dire la question profonde, c'est celle de l'indépendance. Est-ce qu'il y a une indépendance au sein de l'institution ou est-ce que vous êtes sur un système de préfectoral? C'est vraiment un sujet en France, puisqu'on a inventé, bon là on est très technique, donc je ne voulais pas ennuyer tout le monde, mais on ça vous ennuie? Non, ça va, ils ont la... Non, mais ils sont dans un théâtre, mais quelqu'un qui est à la radio... Bon. On a inventé en France un dispositif qui s'appelle le dispositif de création et de diffusion.
Bon. Jack Lang, les années 81, 86, etc. Bon. Et puis, il y a eu un modèle qui a été créé, qui s'appelle les scènes nationales, qui est un réseau de diffusion. On a appelé ça un réseau de diffusion. Je pense que ça ne va plus. Ça a été très intéressant, et on arrive à un système où on crée un spectacle pour aller dans le réseau de diffusion, pour jouer 2 dates par-ci, par-là, et on voit bien que le virus arrive, et plus rien ne marche. Donc on doit être un peu humble par rapport, y compris au système qu'on a créé, puisqu'on voit qu'il est très facile de le faire dérailler. C'est bien, donc on parle de ça depuis 5 ans, et moi j'ai une position claire et ferme sur ce sujet. Dans chaque théâtre, il ne faut pas des artistes en résidence, il faut des artistes qui travaillent tout court, c'est-à-dire ils ne sont pas en résidence. En prison, vous êtes en résidence surveillé, vous êtes bien en résidence. Donc, quand vous êtes en résidence, c'est que vous quittez la résidence. Non, vous devez y travailler sur une durée de 3 à 5 ans. Il faut engager le temps de la durée. Alors aujourd'hui, avec la question de la durée, tout le monde dit qu'il faut donner du temps au temps. C'est une phrase qu'on avait entendue politiquement. Bon. Mais justement, il faut créer du temps, un temps nouveau, qui permette à des artistes très différents, au sein de ces réseaux de théâtre, sur l'ensemble d'un territoire national, d'avoir des espaces de création, de recherche, et pas seulement de diffusion. Ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de spectateurs. Pour qu'il y ait plus de spectateurs, je vais vous dire aussi ce que j'avais proposé, y compris à nos amis au ministère, et qu'on applique ici. Et avec le Covid, on accélère, parce qu'aujourd'hui, nous devons accélérer. C'est fondamental de prendre des décisions, quitte à se tromper, mais on accélère. On dit, vous voulez avoir plus de public ? Eh bien, vous ouvrez vos théâtres pendant les vacances scolaires. Premièrement. Il y a 2 semaines à la Toussaint, la plupart des théâtres sont fermés pendant les vacances de la Toussaint en France. Deuxièmement, à Noël, vous avez 15 jours, vous pouvez faire du théâtre et inviter des familles, des enfants. Troisièmement, en février, vous avez 15 jours, vous avez de quoi inventer. Et à Pâques, vous avez 15 jours, et l'été, vous avez 2 mois. Comptez le nombre de semaines que ça fait où le théâtre public est fermé. Ouais. Donc, il y a énormément de mesures concrètes à mettre en place qui s'appellent l'ouverture et le partage de l'outil. Je dis bien, mais c'est très important. Parce que moi, bon, ok, je dirige des institutions, mais combien de temps je joue mes propres spectacles sur ce plateau ? Très peu. Et c'est un choix. Je vais tourner aux États-Unis, ailleurs, dans le monde, je rencontre d'autres publics, d'autres cultures, et nous voyageons avec Vitrac, avec ses œuvres. On ne les a pas toutes commentées tout à l'heure, ce serait trop long, mais des œuvres qui portent en elles des questions du XXe siècle. Ionesco Rhinocéros, la dernière phrase, c'est « Je suis le dernier homme, je ne capitule pas ». Le début de l'état-siège que j'ai monté en 2018, on m'a dit « Pourquoi tu montes cette pièce ?» Je dis « Elle raconte l'histoire de l'arrivée d'un virus. » C'est la vérité, ça, ici même, dans une capitale, dans une ville, et ça s'appelle la peste, qui va nous infiltrer. Et le virus, il rétablit les barrières mentales. Il rétablit la peur dont parle Camus quand il écrit « ni haine, ni peur ». Le rôle des arts, de la culture, alors dans le sens large, les nouvelles alliances à faire avec le monde de la santé, prioritaire aujourd'hui, le monde de l'éducation et le monde de la culture. Il faut un nouveau système et plus un ministère de la culture tel qu'il a été pensé. On ne pourra pas, on continuera successivement à observer des échecs. Nous ne voulons plus observer. Enfin, quand je dis nous, c'est nous tous. C'est pas contre le monde politique. Il ne s'agit pas de ça. Il faut qu'on arrive à avancer ensemble. Depuis le début, vous ne voulez pas dire je dirige. Je ne dirige pas les acteurs. Je ne dirige pas de politique culturelle. Mais vous dirigez une politique culturelle quand vous décidez, par exemple, pendant le couvre-feu, que vous prenez cette liberté, cette décision d'ouvrir votre théâtre à 7h30, c'est-à-dire à partir du moment où les gens vont se déconfiner, où vous décidez de changer les horaires habituels d'usage du théâtre. Vous dirigez votre politique culturelle. Oui, mais enfin bon, chacun dirige la sienne comme il veut et comme il peut. Moi, j'ai considéré, puisqu'effectivement nous sommes maintenant en novembre, pour ceux qui nous entendent, que le théâtre de la ville, là c'est assez marrant, l'espace-temps de la question, alors on va faire l'exercice. C'est que le théâtre de la ville est ouvert depuis le 2 novembre, c'est pas ne sera ouvert, est ouvert depuis le 2 novembre, tous les matins à partir de 7h30 pour vous accueillir, pour pouvoir échanger, prendre un petit déjeuner, demander à des artistes de jouer des spectacles à 9h ou à 10h du matin, accueillir les écoles et les élèves et les enseignants qui ne peuvent pas venir à 17h parce que c'est trop compliqué de sortir une classe à 17h, c'est plus facile à 20h. J'étais au Conseil de l'éducation artistique, je connais bien la question. Donc comment on sort des enfants, des adolescents, le problème, toutes ces questions. Donc à 10h du matin, c'est possible. C'est un accord avec les chefs d'établissement que nous avons mis en place. Ensuite, le monde de la santé, des débats, des rencontres, des échanges avec vous, Émilie Aubry, puisque je sais que vous allez participer dans les jours qui viennent à une matinée dans ce théâtre même, que Étienne Klein sera présent, que David Lescaut sera présent, que des artistes, des journalistes, des intellectuels, des scientifiques, des médecins, des enseignants
se retrouvent pour fêter ensemble le déconfinement nocturne. Nous devons nous déconfiner, puisque nous avons l'autorisation tous maintenant de regarder la télé à partir de 21h. Jusqu'à 6h du matin. Jusqu'à 6h du matin. Moi, je vous propose un petit déjeuner, non pas pour commenter, parce que nous sommes dans une société du commentaire, je le pense, et pas assez de la création, c'est un autre débat, mais nous passons notre temps à commenter. Alors, à commenter l'actualité. Et à commenter l'actualité. Donc, comment donner un petit peu de profondeur, de ressort, vous qui vous intéressez à la science politique. Donc, justement, on ne peut pas être que... Vous avez remarqué que tout le monde dit du mal de la télé, et tout le monde passe son temps à commenter la télé, à raconter ce qu'il a vu. Alors, vous ne commentez pas l'actualité, et néanmoins, vous êtes dans l'actualité ou en prise directe avec l'actualité, connecté avec l'actualité. Par exemple, lorsque vous décidez de mettre en scène Les Sorcières de Salem, de relire et de mettre en scène Arthur Miller, une année où vous savez qu'on ne va parler que des États-Unis, puisque c'est une année électorale centrale pour savoir si l'on reconduit ou pas Donald Trump à la Maison-Blanche. Vous dites quoi à ce moment-là de cette passerelle que vous établissez entre le monde tel qu'il va et le monde tel que vous le mettez en scène ? J'aime apprendre dans des œuvres d'un passé récent qui sont des œuvres qui contiennent en elles-mêmes notre propre histoire collective et des communautés de destin. Quand Arthur Miller, dans les années 50, s'interroge sur la question de la capacité de destruction, sur la question des fake news, si vous voulez, des réseaux, en fait, de l'information et de la déformation de l'information. Quand on voit et quand on a assisté à ce à quoi on a assisté en France à travers encore récemment les réseaux sociaux et l'assassinat d'un enseignant, et tout ce qu'on peut encore voir de terrifiant, qu'on ne sait plus où est la vérité, et que, y compris le président des États-Unis, parle de la post-vérité, et que lui-même considère qu'à partir du moment où il a dit une chose, c'est la vérité en elle-même. Qu'à partir du moment où un homme qui a du pouvoir, ou une femme demain, je l'espère, qu'elle fera les mêmes erreurs, ou je ne l'espère pas d'ailleurs, ne sont pas ironiques. Espérons que les femmes au pouvoir, ce que nous défendons, je voudrais dire une chose là-dessus, et le pouvoir des femmes, et cette idée de l'égalité, justement, c'est là le théâtre public, et nous devons tous être exemplaires demain sur ces questions, et maintenant d'ailleurs. Eh bien, quand on monte Les Sorcières de Salem, on sait qu'on doit être inquiet de la dénonciation, qu'il y a ce désir de dénoncer en l'homme. L'homme n'a pas changé, le temps évolue, mais est-ce que nous avons changé ? Est-ce que notre lobe avant frontal droit, si violent, est suffisamment domestiqué pour croire que demain quelque chose de paisible et de positif nous attend ? Moi, je pense qu'il y a un combat, comme disait Albert Camus, permanent en nous et avec nous-mêmes d'abord, pour apaiser ce sentiment de haine, de colère, qui mène souvent à la haine et souvent au ressentiment négatif que nous allons payer longtemps. Donc comment construire ensemble, dans ce temps micro de notre vie, quelque chose de positif, partageable par d'autres. Donc Les Sorcières de Salem, ça ne parle que de ça. Ça parle effectivement des fake news, des réseaux de mensonges qui amènent au meurtre et à l'assassinat et à la condamnation d'une jeune fille, d'abord Abigail, d'une jeune femme, parce qu'elle a peur, et comme elle a peur, elle dénonce. Et on a toute l'ambiguïté de la peur, parce qu'on lui fait tellement peur qu'elle finit par dénoncer, cette jeune fille Abigail. Et pensez bien à ce qui s'est passé récemment. Cette jeune fille qui dénonce pour se protéger aussi elle-même, et qui rentre dans un délire qui lui a été imposé par d'autres, et par des adultes, des fois très puissants. Ce sont des questions quand même très importantes. Donc ces œuvres contiennent en elles-mêmes ça. Rhinocéros 57, Ionesco, quand il dit « il ne faut pas capituler, même si c'est le dernier homme ». Et vous savez, quand il écrit « le dernier homme », c'est une référence au Camus, au premier homme. Et c'est toute la question. Là, il y a beaucoup de livres sur le dernier homme, le premier homme, qu'est-ce que c'est ? D'où on vient, et quel sera le dernier parmi nous ? Et le virus, quel est le premier cas ? La question du premier, il est où ? Et comment on cherche toujours à déceler ? Cette question des origines qui est absolument fondamentale. Donc, il y a un moment, il s'agit de la cohérence. Donc, effectivement, moi, je ne dirige pas. Enfin, je veux dire, c'est impossible de diriger. C'est un fantasme, la direction. Je propose, on active. Jean Genet disait à la fin du Funambule, il ne s'agit pas d'enseigner, il s'agit d'enflammer. Et son enflammer, c'est pas pour tuer, c'est pas pour détruire, c'est pas le couvre-feu. C'est pour enflammer à nouveau la pulsion de vie, la pulsion du respect de la vie. Et cette pulsion du respect de la vie, il faut la travailler, elle n'est pas innée. Et le lieu de la culture et de l'art nous sert aussi à ça, mais on n'y arrivera pas tout seul. Et le mystère de la culture ne pourra rien faire. Vous citez sans cesse Camus, aujourd'hui où nous sommes ensemble, mais de manière générale. D'abord, vous l'avez dit, il y a eu Caligula, l'une de vos premières
pièces que vous avez mis en scène. Il y a aujourd'hui ce cycle avec France Culture qui s'appelle Combat. Il y a La Peste, tellement importante aussi dans votre histoire et dans votre œuvre, dans vos mises en scène. Camus, qui a été politique puis homme de théâtre, et qui disait à la fin que le bonheur le plus fort qu'il ressentait, justement, c'était lorsqu'il était en répétition, parce que dans les répétitions, justement, le monde extérieur n'existait plus. Et à la fin de sa vie, plus il avançait dans la vie, plus il était heureux, enfermé dans un théâtre, coupé du monde extérieur. Est-ce que vous pensez que c'est exactement ce qui vous arrivera aussi? Pour l'instant, vous êtes encore un homme de théâtre très connecté avec l'actualité, avec le monde, avec la politique. Est-ce que cela pourrait être amené à évoluer? Vous allez finir comme Camus, heureux uniquement quand vous êtes enfermé dans une salle de théâtre? Ben, j'en sais rien, parce que moi j'ai besoin de la nature. Alors j'aimerais savoir, il faudrait se renseigner sur Camus, plus sur, puisqu'il est mort jeune quand même, donc on a du mal à savoir, parce qu'il meurt avant l'âge de 50 ans d'un accident de voiture terrible. Qu'est-ce qu'il aurait été à l'époque de Malraux? Qu'est-ce qu'il aurait fait dans le théâtre public? Est-ce qu'il aurait dirigé un grand théâtre? On ne peut pas savoir tout ça. Malheureusement, là, on voit encore un destin brisé, peut-être une trajectoire politique collective. Quand je dis politique collective à nous tous, peut-être qui aurait été différente si Camus avait été le directeur du théâtre de l'Odéon, de la Comédie Française, je ne sais pas. Ça aurait été possible, bien évidemment, puisqu'il était si heureux dans une salle de théâtre. Moi, en ce qui me concerne, si vous voulez, j'ai besoin d'un rapport à la nature. J'ai besoin du sentiment océanique. Peut-être peu d'entre vous savent encore ce qu'est le sentiment océanique, qui est quelque chose qui a été décrit par Freud, et qui est ce rapport au cosmos, à l'ensemble, sans avoir le fantasme non plus de la toute-puissance du monde et du rapport cosmique, mais cette idée du temps passé, celui du souvenir, de la mémoire, celui du temps présent et celui de l'imagination comme le temps futur. L'imaginaire, c'est le temps futur, mais fait de notre passé. Notre imagination est constituée parce que nous avons engrammé en nous des choses du passé, mais d'une autre, du point de vue subjectif, mais aussi du passé de notre histoire. Et c'est un sujet fondamental avec Camus, parce que si vous prenez la question de la guerre d'Algérie, parce que je me permettrai alors de dire une chose, c'est que beaucoup de Français ont déjà oublié que c'est une guerre qui a duré 20 ans. Ils ont l'impression que c'est une guerre de 2 ans. Eh bien, que cette question n'a pas été réglée, je ne connais pas encore de musée en France, de lieu d'histoire, donc, non pas de mémoire, d'histoire, où je peux emmener mes filles, Alice et Julia, avec ma compagne Valérie, sans que ce soit moi qui en parle, que ce soit le musée qui raconte cette histoire collective, que l'enseignant, alors cette fois dans l'éducation, puisse transmettre quelque chose de cette histoire, au-delà du ressenti subjectif de la mémoire de chacune et chacun, qui est si douloureux quant à ce sujet national pour la France, si compliqué, si tabou. Et enfin, il manque un troisième élément, et là on a le tiercé gagnant, comme on dit. C'est les œuvres de fiction. C'est que nous produisions nous-mêmes des œuvres de fiction sur notre propre histoire, des œuvres qui contiennent donc en elles-mêmes l'idée du rêve, de la poésie. Et l'art de la poésie, c'est l'art de rêver et de faire rêver. Et le poète Camus le sait. Et il a ce besoin de nature. Quand il écrit en Algérie, jeune, sur l'odeur d'une figue, la sensation du soleil sur sa peau, le roman L'étranger. Qu'il retrouvait à la fin de sa vie dans cette maison qu'il avait dans le sud. Et il en parle à la fin de sa vie jeune, malheureusement, où cette maison dans le sud compte, où la sensation du monde et d'être au monde et de faire partie du monde dans ce rapport à la chaleur, au froid, à la sensation et l'émotion. C'est comme en neurosciences, on sait qu'il y a des mots essentiels. La sensation, qui compte un petit peu, l'émotion et le sentiment. Ce sont 3 mots distincts. On n'a pas le temps là ici de les définir, mais chacun peut chercher la différence entre ces 3 mots, elle est essentielle. Donc Camus sait trouver en lui l'émotion nécessaire pour aimer, tant de femmes d'ailleurs, et tout ce qu'on sait du rapport avec Maria Casares et d'autres, et aussi d'aimer en lui ce rapport au monde. Et cette recherche, je dirais un autre mot, de justice. Parce que finalement, quand vous me demandez si je dirige, je ne dirige rien parce que je suis en quête du sentiment de justice. Et je cherche à comprendre le sentiment océanique à la fois et comment on peut le partager dans un lieu clos qui s'appelle un théâtre, qui est un microcosmos du monde, un micro-monde, le temps d'un monde partagé et partageable. Et depuis les Grecs, depuis l'Antiquité, vous savez, tout changera, vous n'aurez plus de portable, vous aurez d'autres choses, vous aurez des puces dans le cerveau, vous aurez tout ce que vous voulez, vous serez un homme augmenté, on sera, avec les transhumanistes qui auront peut-être gagné dans 20 ans, j'en sais rien, mais ça existe, vous le savez comme moi, et qu'il y a des vrais mouvements où on fait des expériences qu'on ne veut pas dire aujourd'hui, y compris sur la question génétique de l'être humain et de son développement, et de changer, du point de vue biologique, l'espèce humaine. C'est la question du XXIe siècle. Nous, on sera
peut-être plus là, donc peut-être on ne s'y intéressera pas, mais c'est les expériences qui sont en cours. La question justement de l'homme augmenté, pas de l'homme réparé. Et c'est une des questions essentielles. Où en sommes-nous de notre humanité, dans notre rapport à la technologie, à la technoscience et le politique? Vous n'avez pas l'impression qu'il date un petit peu là quand on parle de ça? Vous croyez que le ministère de la Culture arrive à appréhender ces questions? Vous voyez bien que nos dispositifs, comme ils ont été construits, ne sont plus en capacité de répondre. Et vous le voyez pendant la crise sanitaire. Pour terminer, comme Camus, je vais vous ramener, vous enfermer dans cette salle de théâtre. On est sur une scène. J'ai passé cette masterclass à me demander à essayer d'imaginer aussi comment vous deviez être en répétition, puisque vous ne dirigez pas vos acteurs. Vous êtes avec eux sur la scène, vous êtes dans cette salle, et si vous êtes sur la scène avec eux, vous êtes où derrière eux, à les regarder, par moments vous montez pour jouer le rôle à leur place. Où êtes-vous pendant une répétition ? Bon, il faut leur demander, mais je crois que j'occupe les 3 places. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place fixe pour moi. Bon, j'ai toujours aimé être sur la scène, au contact de l'acteur et pouvoir lui parler à l'oreille pendant que d'autres acteurs disent un texte. M'adresser individuellement à chacun. Trouver une parole précise à un être. Considérer qu'il y a une écoute profonde de l'être avec l'être. Et que c'est cette relation de l'être avec l'être qui fait la magie du monde. Aujourd'hui, je rêve de ce que nous avons inventé déjà, mais qui est un rêve, même si c'est une invention réelle. C'est la différence entre la relation réelle et la réalité que nous construisons ensemble, si vous voulez. Donc, on peut construire une nouvelle réalité avec l'acteur, mais pour ça, il y a besoin du corps. Il faut que le corps, là on parlait beaucoup de questions de la pensée, de l'esprit, mais il faut que le corps soit présent, le contact, la sensation, l'odeur. Moi je connais l'odeur de tous mes acteurs. Enfin, c'est vrai. Vous savez que des fois quand il y a une écharpe qui reste dans la salle, je la sens. Et je me dis tiens, donnez-la-moi, je vais vous dire à qui elle appartient. Je suis très olfactif. Donc j'aime beaucoup sentir les acteurs, vous voyez, dans le sens premier du mot. Chacun de nous porte une odeur en soi qu'il transforme, etc., ou il adapte avec un parfum, etc. Donc il y a une alchimie des corps, y compris dans leur sens et dans leur odeur. Donc la proximité permet cela, permet le souffle, permet de dire des choses doucement. La distance permet de parler plus fort, permet de regarder l'ensemble d'un corps et de ne plus rien sentir. Et plus de distance, je le fais aussi des répétitions où je dirige avec un micro en mettant tout au fond de la salle. Donc c'est-à-dire, et là je dis je dirige, c'est-à-dire l'endroit de la distance, le point de distance maximal. Et là on dirige, parce qu'on dit s'il te plaît, tu peux avancer un petit peu, tu peux parler moins fort, tu peux être plus délicat dans ton mouvement, cherche la beauté de ton déséquilibre. C'est des phrases générales, j'aime bien. Alors, je complique beaucoup maintenant les répétitions, parce que je travaille avec des acteurs depuis plus de 20 ans. Donc, on fait des exercices devant les spectateurs que les spectateurs ne savent pas. On travaille sur le temps, puisqu'il y a des durées, ils ont des repères dans la bande-son, des chiens qui aboient, des corbeaux qui croissent, qui leur indiquent s'ils sont en retard ou en avance sur le temps qu'on s'est fixé. Et personne ne peut le deviner. Je lis des critiques où ils disent il y a des corbeaux dans Les Sorcières de Salem, de Marcy Motta a mis des corbeaux. Mais ils ne savent pas pourquoi il y a des corbeaux. Ils pensent que c'est un décor de corbeaux sonores. Non, c'est parce que ça dit croix, croix, que ça veut dire attention, c'est bientôt la fin. C'est fini, merci, quelle transition parfaite. On termine avec les trucs et astuces d'Emmanuel de Marcy Motta, l'homme qui ne dirige pas le théâtre de la ville, qui ne dirige pas l'Espace Cardin et qui ne dirige pas le Festival d'automne. Merci malgré tout de nous avoir reçus ici. À bientôt. Merci aux auditeurs de France Culture. Merci Émilie, c'était très agréable. Bon, on a un tout petit peu débordé, mais c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Vous avez des petites questions, non? Vous voulez faire 5 minutes de questions? Si vous pouvez, on peut 5 minutes. Si vous en avez. Si vous en avez, vous n'êtes pas obligé. Hein. Peut-être que vous avez tous rendez-vous pour aller prendre le thé avec des gens très importants. Non. Ouais, si, regarde, ils ont tous rendez-vous pour prendre le thé. Ouais, alors, bon, là, je ne pouvais pas tout dire parce qu'il y a un décalage entre l'émission et puisqu'elle passe, je crois, autour du 10 novembre. Ouais. Donc, j'ai clairement annoncé des choses qu'on aura déjà commencé. Moi, j'adore faire ça. En fait, je ne voulais pas, là, à l'antenne, dire trop de choses qu'on faisait pour ne pas avoir l'air, pour être clair. Je le dis, je ne veux pas le dire à l'antenne. Pour dire, voilà, il serait temps que les théâtres s'interrogent dans leur propre pratique, puisqu'on parle de l'ouverture, du lieu, du débat, de la rencontre, etc. Donc, la première chose, je l'ai dit quand même à l'antenne, le théâtre est ouvert toutes les vacances. Hein.
Donc cette semaine, puisque là, dans le temps réel dans lequel nous sommes, nous avons le spectacle d'Akram Khan ici même, un spectacle aux Abbesses. Il y a peu de théâtres à Paris qui sont ouverts pendant les vacances. En France, il n'y en a quasiment pas. Donc j'ai dirigé un théâtre à Reims avant d'être à Paris, la Comédie de Reims, pendant 8 ans. Le théâtre était fermé systématiquement pendant les vacances et il était fermé tous les week-ends et tous les dimanches et tous les samedis. À l'idée qu'il n'y a pas de public. C'est faux. Il n'y a pas de public parce que vous êtes fermé. Commençons par là. Et puis vous ouvrez, il y aura peu de public. Il y aura peu de public, mais ça n'est pas grave. Les gens viendront petit à petit. C'est évident. Et puis vous n'êtes pas obligé de remplir. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est moi j'ai pris des trains pour aller à Reims ou à Bordeaux à 14h, et le train il n'est pas plein. Bon, après, il y a ceux qui décident de supprimer les trains parce qu'ils ne sont pas pleins. C'est comme à l'hôpital. Il y a des fois des lits, ils ne sont pas pleins. Alors on supprime les lits, et puis quand on a besoin des lits, il n'y en a pas assez. Bon. Donc à un moment, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Vous voyez, et je pense que c'est le moment où on devrait un petit peu définir, non pas diriger, mais définir un petit peu quand même ce qu'on fait. Donc là, dans la définition par rapport au temps présent, la question que vous me renvoyez, c'est très simple. Il y a 4 spectacles avec le Théâtre de la Ville pendant les vacances. Avec le Festival d'automne, il y en a 3. Donc moi, j'ai écrit un texte le 11 mai qui s'appelle « Tenir parole ». Donc il y a un moment, on s'est ligoté les mains tout seul. On est obligé de faire ce qu'on a dit. Et ce qu'on dit, on doit le faire. C'est une émission qu'on a faite ici ensemble, d'ailleurs. Sur c'était les questions qu'Émilie posait à Christine Ockrent, je me rappelle très bien. Sur est-ce que la parole politique, c'est la question que tu avais posée, a aujourd'hui encore un poids ? Est-ce qu'on croit à la parole donnée ? Et en quoi ça engage de donner sa parole ? Bon, donc la parole qui vous est donnée, c'est le théâtre est ouvert pendant les vacances, à des horaires aménagés, 18h, 18h30, pour les représentations, pour pouvoir vous laisser quitter le théâtre de la Ville dans ces différents sites, ou les spectacles du Festival d'automne, à 20h15 au plus tard. Je considère qu'on vous laisse 45 minutes. Le Premier ministre a accordé 10 à 15 minutes de retard, il l'a dit. Donc si vous faites arrêter à 21h10, c'est écrit. Vous pouvez garder son interview et vous le montrer à la police. Vous avez le droit jusqu'à 21h10, n'en profitez pas. Mais si vous avez un truc de théâtre, vous avez bon. Après, ça dépend du policier que vous aurez, on connaît l'histoire. Alors, ça, c'est la première chose. Donc, en fait, vous avez 1 heure. Donc si vous habitez à Bobigny, à Blanc-Ménil, etc., 1 heure, à peu près d'ici, c'est à peu près jouable, premièrement. Mais ça ne suffit pas à cette adaptation. S'adapter, un virus, quand il s'adapte, ou qu'il mute, en tant que force biologique, je m'interroge sur nous, en fait. Est-ce qu'on est vraiment une espèce qui est si bloquée que ça par rapport à un virus, en fait ? On peut s'interroger quand même. Celui, il pourra muter, il pourra se transformer, mais nous, est-ce qu'on est capable de le faire ? Eh bien moi, je vous propose donc après des rendez-vous à partir de la fin des vacances, où on va effectivement avec, on l'a dit, aller des personnalités, des intellectuels, des artistes, etc., pouvoir se retrouver et échanger un peu. Pourquoi ? Parce que comme on a cette convention avec l'hôpital de la Salpêtrière, on sait très bien, déjà aujourd'hui, que l'idée qu'on va arrêter ce confinement nocturne le 1er décembre, elle est peu probable. Qu'on doit vivre avec cette question dans les temps qui viennent, qu'on doit être lucide là-dessus. Donc, on aura expérimenté des choses qui nous permettront d'apprendre à cheminer autrement, de faire autrement. Donc, des rendez-vous à 10h, des spectacles à 10h du matin, pour les artistes qui l'acceptent, qui jouent 2 fois, en étant payés 1 fois et demie, parce que j'ai appelé ça un théâtre solidaire. Donc il faut bien que chacun fasse un effort pour accueillir l'autre. On a la chance, c'est que le Premier ministre considère que tout est une question d'argent. Donc il donne de l'argent à tout le monde, et puis voilà, c'est réglé. C'est ce qu'il a dit, là, quand il a refusé, plus précisément Bruno Le Maire a refusé, avant le Premier ministre, à 10h du matin vendredi, l'aménagement que nous avions proposé. On a proposé un aménagement, que vous ayez un ticket, qu'on tamponne votre ticket à 21h et que vous ayez une forme de dérogation, d'acceptation de votre retard pour rentrer chez vous. Et considérer que vous êtes de bonne foi. Bon, ça a été non. Par contre, moi j'ai une dérogation dans ma poche, là. Je l'ai perdue, mais bon, j'ai perdu. Mais j'ai une dérogation, je peux vous en donner une. J'ai demandé à un avocat, qu'est-ce que je fais de ces dérogations ? Parce que si vous travaillez avec moi, je peux vous en donner autant que je veux. Donc si vous considérez tous que vous travaillez au Théâtre de la Ville, vous pouvez venir tous les jours, je vous fais un truc de travail. Donc par spectateur, bon, ça c'est le début d'une révolution, il ne s'agit pas de faire ça, je ne le ferai pas. Parce que ça, c'est devoir créer une agitation, et je pense que la gravité du moment nous impose des réponses très construites, très, très sérieuses. Voilà ma position. Ma position, c'est d'être en proposition, en tentative d'imaginaire et d'invention collectif, de proposer à d'autres, on en a parlé avec Émilie Aubry tout à l'heure, on en a parlé avec Étienne Klein hier, on en a parlé avec Sandrine Trenet, on en a parlé avec plein de gens, on en parle, de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Je pense que c'est le sujet. On a chacun nos trajectoires, chacun de nous, mais ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et est-ce qu'on peut partager cet ensemble, cette destinée ensemble de notre communauté, si vous voulez ?
Et est-ce qu'on a une communauté de destin pendant au moins un temps de 2 mois? Je ne dis pas à 30 ans, moi. Je ne vous fais pas de promesses temporelles. Je dis là, oui, on peut se promettre quelque chose sur 2 mois. Et moi, je vais vous dire une chose. Là, oui, je n'aime pas diriger, mais j'aime les résultats. Je crois aux résultats. Je n'ai pas la culture du résultat. C'était la discussion avec Nicolas Sarkozy, puisque vous savez très bien, quand il a parlé de la rupture, Nicolas Sarkozy, il a dit la culture du résultat. Se lever tôt, le travail, machin. OK. Moi, je lui ai dit, Monsieur le Président, moi, je ne crois pas à la culture du résultat, qui est un rapport fétichiste aux chiffres. Il sait très bien de quoi on parle, là. Et le fétichisme du chiffre. Je crois plutôt au résultat de la culture. Donc, laissez-moi travailler et vous montrer qu'on va produire aussi des résultats qui seront mesurables d'une certaine manière. Parce que vous croyez que tout ce qu'on fait n'est pas mesurable. Comme Bruno Le Maire. Bruno Le Maire a considéré qu'on était une bande de gauchistes, pour être clair, mais c'était un fantasme, qui allait être en retard à l'école. Parce que vous savez que tous les gens qui vont au théâtre et les gens qui font du théâtre, c'était des mauvais élèves la plupart du temps dans sa tête. Donc il a une représentation. Moi je dis on doit aider le gouvernement. Je suis très sérieux. Il y a une forme d'ironie, mais pas seulement. Ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas à faire des choses positives. C'est trop difficile. Et puis, prenons-nous en charge. C'est à nous de décider, non pas contre, mais pour quelque chose. C'est à nous de nous engager. C'est à nous, à vous, monsieur, d'être solidaire aujourd'hui. Et comment l'être? D'abord, la gentillesse. C'est le premier début de la solidarité. En France, quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil, ça veut dire qu'il est bête. Via, il est gentil. Égal, bête. Bon, donc, à un moment, c'est pour ça que je dis les mots. Oui, moi, j'aimerais que vous soyez gentil, monsieur. Et j'espère être gentil avec vous. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. J'adore. Non, mais voilà. Non, mais donc on va faire plein de trucs, et puis vous allez nous aider, on va vous aider, on va s'entraider. Madame plus âgée, j'ai pas mes lunettes, je vois des cheveux blancs, enfin j'imagine. Les personnes âgées, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Réellement. Les salles, là, moi j'ai enlevé les fauteuils depuis le 22 juin. Je suis très à l'aise sur le débat. On est le seul théâtre à avoir ouvert le 22 juin. Le 22 juin, on avait un décret de M. Macron, président de la République, qui nous disait que vous pouvez ouvrir le théâtre le 22 juin. Aucun théâtre a ouvert. Tout le monde a pris ses congés, ses RTT est parti en vacances. Ils sont revenus, ils se sont étonnés que le virus n'était pas parti avec eux et qu'il était revenu avec eux. Non mais, bon, on prend tous nos responsabilités aussi. On va pas... Il y a des responsabilités individuelles, et là, je suis d'accord avec le gouvernement, qu'il faut aussi, qu'il arrête de nous infantiliser, parce que là, à un moment, ça fâche, et l'enfant qui est en nous se révolte, d'accord? Et c'est l'enfant qui se révolte, c'est pas l'adulte. Et 2, que maintenant, on prend nos responsabilités individuelles. On fait attention avec les masques, plus attention, on se lave plus les mains, on demande aux gens jeunes qui souffrent beaucoup de toutes ces interdictions entre 20 et 30 ans de sortir, de se réunir, de leur dire, écoute, on va trouver d'autres solutions, mais parce qu'on sait très bien comment la contamination elle se fait, la traçabilité, pourquoi on en est là. On n'arrive pas à faire une traçabilité sur les bars, sur les sorties, sur les trucs. Donc forcément, on ferme tout. C'est pas de notre faute, il ne s'agit pas de dire c'est de ta faute, on ne va pas culpabiliser une fois de plus, on ne va pas stigmatiser, on n'en est quand même pas là, enfin je sais pas, en tout cas pas ici, pas dans un théâtre. Il y a un endroit où nous, il y a des barrières, il y a des mots qu'on connaît et il y a des choses qu'on refuse. Et on ne dialogue pas avec le diable. Brecht avait une phrase, avec le diable on mange avec une grande cuillère, on ne met pas la main, parce que le diable il vous attrape la main, c'est fini. Donc on sait ça. Et Brecht nous l'a enseigné, Pirandello nous a enseigné. On a un enseignement quand même des œuvres. Enfin, je veux dire, c'est aussi ça. Est-ce que les œuvres vous enseignent? Moi, je suis traversé par les œuvres que je monte. C'est elles qui me forment ou qui m'élèvent. On a le droit à une élévation par les œuvres. Si on nous supprime l'élévation par les œuvres, on doit reconstruire un autre temps pour cette élévation. 10 heures du matin pour les enseignants. Pour les personnes âgées, des représentations plus sécurisées. Ce qu'on fait déjà. Le samedi, moi, j'ai proposé qu'on fasse des représentations l'après-midi, et on le fait, avec moins de public. Mais on joue 2 fois. On fait une représentation dans cette salle à 220 places au lieu de 510, et on en fait une autre à 140. Et on dit non, c'est 4 mètres, c'est 3 mètres. Il y a des gens qui ont le droit d'avoir peur. La peur, ça se soigne, ça s'accompagne, mais on ne dit pas non, t'as pas peur. Non, pour arriver à ni peur ni haine, il faut faire un chemin. Donc, le rôle, s'il y a un rôle des institutions, ça n'est pas de les diriger, pour moi, mais très sincèrement, c'est d'essayer de faire comprendre qu'une institution, elle serait là pour nous protéger. Et protéger d'abord les plus fragiles, les plus sensibles. Est-ce que c'est ça qu'elle fait, ou est-ce qu'elle se protège elle-même dans ces temps de crise? Et cette question va être douloureuse dans l'année qui vient, parce qu'on verra des grandes institutions se protéger elles-mêmes. Donc on doit non pas les attaquer, trouver le point d'équilibre qui est difficile. Donc il y a plein de choses à faire. Je pense que l'horizon collectif des possibles est immense, et que l'espoir, c'est un devoir, parce qu'il y a d'autres générations derrière nous. Et on n'a pas le droit aujourd'hui de désespérer personne avec l'idée
de la faim, ou alors on vit tous au-dessus de nos moyens, et on a tellement peur du déclin, parce qu'on a peur de ne plus y arriver. Mais il ne fallait pas vivre autant au-dessus de ses moyens, alors. Il faut aussi prendre ses responsabilités, je parle des générations, la mienne et au-dessus de nous. Parce qu'on a une responsabilité sur à quel endroit on se situe dans les moyens qu'on a. Si on veut toujours plus, eh ben effectivement, on a peur d'avoir un peu moins. Donc là, un peu d'humilité, c'est important. Non mais je réponds plus. Enfin, je dis oui ou non à votre question, parce que sinon on va passer l'après-midi. Vous parlez de ceux qui veulent toujours plus, mais je travaille à Grigny, à un endroit où il y a des gens qui ont de moins en moins, et c'est pas facile. Je sais, madame. Et vraiment, on a beau inventer, j'ai en charge 2 bibliothèques, et vraiment, vous êtes à Paris, voilà. Vous êtes directeur du théâtre de la ville de Paris. Bien sûr, mais bien sûr, de fait. Mais est-ce que vous... Allez-y. Vous avez des idées? Est-ce que vous avez des idées pour que ces inégalités ne se réduisent, se réduisent? Mais bien sûr, écoutez. Voilà, j'ai une seule question. Non, mais attendez, des idées, comme disait Jacques Ralit, qui a été maire d'Aubervilliers longtemps et qui a marié mes parents en 66 à Aubervilliers, il m'a dit, et j'étais très ami avec lui, c'était un peu comme un grand-père français pour moi, parce que je n'ai pas de grand-père, et en France, et d'ailleurs au Portugal non plus. Et Ralit, il me disait, Emmanuel, tu sais, c'est pas que d'avoir des idées qui comptent, c'est d'articuler une pensée. Parce que des idées, on peut tous en avoir, et vous en avez autant que moi. La question, c'est... Moi, là, vous adressez à celui qui est en fonction au théâtre de la ville, et j'assume ma fonction, il n'y a aucun problème. À Paris, comme on dit, etc. Effectivement, on est des nantis. Je le dis à mon équipe qui déteste ce mot. Tous les techniciens ici, tous les artistes qui sont ici, toute l'administration est nanti. On a un nantissement, dans le sens premier du mot. Je l'assume. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Puisque si on estime qu'on est nanti, on a quelque chose que d'autres n'ont pas, et on nous a donné quelque chose qui est un nantissement. Qu'est-ce qu'on fait de ce mot ? Eh bien, moi j'ai travaillé au Théâtre de la Commune pendant 10 ans de ma vie. Ça n'a pas été dit dans l'émission. C'est pas grave, c'est pas un reproche, j'y pense à l'instant, parce qu'effectivement, après, de Marcy-Motas, Paris, c'est les ministres, c'est le truc, c'est le pouvoir. Ok. Moi, j'ai commencé à travailler dans un théâtre, j'avais 21 ans. Théâtre de la Commune d'Aubervilliers, je travaillais au lycée Henri Vallon, avec les associations, au lycée d'Aulnay-sous-Bois, etc. Christophe Lemaire, qui est là, peut en témoigner, et ceux de ma compagnie aussi. Quand je vous dis 20 ans avec des compagnons, c'est 20 ans de terrain. C'est pas que 20 ans de tournée internationale à la BAM, il y a ça aussi. Il y a les deux. Et les deux sont possibles. Et celui qui abandonne l'autre parce qu'il fait maintenant l'international, etc., eh ben, il a trahi. Je n'arrête pas de le dire à mes équipes. Vous pouvez leur dire, en ce moment, en interne, je suis dur, avec les plus proches. Parce que c'est là où il faut tenir parole. Il ne faut pas s'oublier d'où on est, d'où on vient et ce qu'on fait. Donc, on a lancé, nous, un plan de travail avec plein de villes de banlieue à Aulnay-sous-Bois, dites de banlieue, comme on dit, de villes qui ont moins, où il y a moins de moyens, tant pour les publics, pour les spectateurs, sur la question des tarifs. J'ai demandé à ce que le Festival d'automne soit présent dans 50 villes aujourd'hui, hors Paris, pour travailler à Blanc-Ménil, ce qu'on a fait, dans des tas d'endroits de Seine-Saint-Denis, peu importe le département. Mais là où il y a moins de culture, où il y a moins d'être, où il y a moins de présence, il y a moins de luxe. Mais c'est essentiel. Et parlez avec mes équipes, parlez avec moi, envoyez-moi un mail, on répond. Si vous voulez qu'on fasse, nous, des choses dans une médiathèque, dans une bibliothèque à Grigny, comme on le fait à Blanc-Ménil, on le fait dans plein d'endroits. Moi, je joue mes spectacles dans des lycées, je veux aller jouer dans des villages en Afrique. J'aime le contact avec la population. Le public ne m'intéresse pas, pardonnez-moi, c'est la population. Il y a deux mots. Il y a les spectateurs, donc c'est vous, madame, vous êtes une spectatrice individuelle, vous avez votre chemin. Il y a le public, c'est un ensemble, une masse de gens qui sont dans une salle. Et ensuite, il y a un troisième mot, la population. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est le troisième, qui est fait du premier mot, les spectateurs, pas le public, et la population. Quand on m'interroge sur une politique culturelle, mais bien sûr qu'il faut travailler avec les populations, et pour des populations faites de leur diversité, de leur mixité, de leur fragilité. C'est là où le sens du théâtre public a tout son sens, comme l'hôpital public. C'est l'égalité des chances, point. Enfin, je veux dire, c'est archi basique ce que je dis. Mais il faut juste l'appliquer. Et on l'applique ensemble. Et si ça, c'est important pour vous, madame, qu'il y a un haut lieu de la culture institutionnelle, indépendamment de ma personne, qui s'appelle le Théâtre de la Ville, donc qui est une marque de l'institution, comme l'Odéon, comme la Comédie Française, c'est des trucs, bon, quand je dis des trucs, c'est des trucs qui existeront même après le bombardement. Mais oui, et ils seront là. Donc si ça aide un endroit non institutionnel, stigmatisé par sa fragilité à être, oui, mais il faut aussi que cet endroit-là soit une force de création.
Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Il faut qu'on libère les lieux. Merci. Merci beaucoup. Bon dimanche. À bientôt.